Sunday Night Production. Dans cet épisode, on parle de créer sa chance, de bien réfléchir avant de déclencher, de pizza à l'ananas, de l'importance de bien nommer les choses, de mood board, de ton sur ton, de fignoler les détails, du message caché dans les ombres, de savoir vendre plus que de savoir photographier, d'être payé à la hauteur du travail demandé, de vendre sans vendre. Mais surtout, on va voir que parfois, il faut garder l'esprit ouvert face à ce qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas vraiment. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Camille Gauthier. Mounouchka Studio. Mounouchka Studio ? Oui, c'est mon nom d'artiste. C'est ton nom d'artiste, d'accord. C'est comme ça qu'on me retrouve. J'étais plus parti sur le fait que t'étais que c'était le nom de ton studio et pas forcément ton nom d'artiste. D'accord, ben c'est plus clair comme ça. Bienvenue Camille, bonjour. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as fait quelque chose que peu de gens osent faire finalement et que finalement ça passe plutôt bien. Même si moi j'ai tendance à dire que je regarde moins les gens qui me sollicitent comme ça, mais en fait c'est finalement assez productif. Je peux raconter un petit peu ce qu'on s'est Bien dit sûr. hors antenne. Je vais expliquer comment on s'est retrouvés à discuter. Tu écoutes le podcast, tu connais le podcast indépendamment de cette invitation, et un jour je reçois un mail qui me dit je suis photographe produit et t'en as jamais parlé, ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça pourrait t'intéresser de faire un épisode avec moi ? Et la photo de produit, j'ai dû en parler dans un épisode ou un autre. C'est une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé ma carrière de photographe. C'est un truc que j'ai détesté faire. Sauf que moi, ce que je faisais en photo de produit, c'était un truc pas créatif du tout. C'est-à-dire c'était un fond blanc ou un fond vert qu'on effaçait derrière, ou des produits posés sur une espèce de mannequin transparent que j'avais bricolé à l'époque et tout. En fait, j'en garde un très très mauvais souvenir. Et donc, j'ai lu photo produit. Et je me suis braqué comme un idiot, comme je suis capable de le faire assez fréquemment, en disant non, photoproduit Berck. Et mais j'ai laissé ton mail en non lu, en me disant j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis un jour, je faisais le tour des mails, j'ai dit tiens, je vais quand même aller voir ce qu'elle fait. Et je suis tombé sur ton site et c'était pas ce que j'avais en tête. Et donc voilà, je me suis dit mais en fait, il y a peut-être quelque chose à apprendre. Et je vais te dire, je me suis rendu compte en fait que de la photo produit, j'en fais régulièrement de très mauvaise grâce. Quand je suis sur un événement, quand je suis dans les mariages, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc je me suis dit, ne sois pas bête et obtus. C'est comme l'ananas sur la pizza. Faut être capable de discuter avec les gens qui aiment ça. Et peut-être que finalement, tu vas apprécier. Donc nous sommes là aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si c'est gentil ce que j'ai dit, mais en fait, au final, ça veut dire que j'ai bien aimé ton travail quand même. Ouais. Mais effectivement, il y a cette espèce d'image du photographe produit à l'ancienne qui fait des photos sur fond blanc assez basiques en concurrence avec de la box qui va faire des trucs en rotation là. Et du coup, on va peut-être découvrir que c'est pas du tout. Enfin, à mon avis, on va découvrir que c'est pas du tout ça. Effectivement, moi, c'est vraiment le type de photo que je déteste faire. Et c'est vrai que quand on me demande de faire ça, je préfère passer mon chemin et me concentrer sur des photos beaucoup plus créatives. D'accord. Écoute, on va avoir tout ça en cours d'épisode. Tu connais la première question. La première question, c'est l'elevator pitch. Tu crois Steve Jobs dans l'ascenseur. Tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je dis bonjour. Je lui dis que je m'appelle Camille, que mon nom d'artiste est Mounouchka Studio. Je viens d'avoir 28 ans. Je suis directrice artistique et photographe produit. On dit Still Life. On en reparlera peut-être après. Je suis spécialisée en photo de cosmétiques. Je suis originaire de la région nantaise. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Et puis aujourd'hui, j'habite à Paris. Est-ce que Steve saura où est Nantes ? Simplement, c'est la question. Parce que je pense que pour lui, il y avait Paris. Oui, peut-être Bretagne, Marseille, peut-être plus. Peut-être Bretagne, il comprendra. Mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent le coin. On va attaquer la partie interview à proprement parler. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le still life, tu vois, c'est un truc que j'avais pas vu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas tellement mentionné sur ton site ce mot, alors que Non. ça a l'air important dans ta présentation.
Non, c'est vrai parce que les gens comprennent pas forcément de premier abord, donc je préfère parler de photographie créative. D'accord. Je trouve que ça me parle mieux et puis la plupart des photographes utilisent ce mot-là. Moi, j'avais aussi envie de me démarquer, mais voilà, c'est pour Ouais. que d'autres Mais photographes se situent. c'est marrant parce que tu vois, en ayant cette discussion, je me rends compte à quel point le- les mots que tu utilises sont importants parce qu'en fait, tu m'as quasi perdu en disant photographe produit. Et alors que tu aurais peut-être dit still life et j'aurais été plus. Enfin, Réceptif. c'est fou comme un. Tu vois, j'aurais pas eu cette image qui m'aurait sauté à la tête de oh là là, chaussures sur fond blanc ou lunettes sur fond blanc. Mm. Le truc Oui, que c'est j'ai vrai. détesté faire. C'est rigolo comme parce qu'au final, enfin, ton travail n'a rien à voir avec ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu photographe produit ou photographie produit. Et C'est vrai. là, tu dis still life et c'est effectivement pas la même chose. C'est vrai que c'est pas très sexy quand on dit photographe produit, alors que quand on rajoute le mot soit créative, soit still life, Mm. suite Beaucoup plus engageant beaucoup plus. Voilà, c'est ça. pour quelqu'un qui en a pas fait en tout cas. On va attaquer la partie interview du podcast. Si tu offrais un livre à un photographe, ça serait lequel et pourquoi? Alors, j'avais envie de parler du livre de Nat Sakura. Mm. C'est un livre que j'ai pas lu en entier encore parce que je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est vrai que c'est un livre assez technique. Moi, de base, je suis pas forcément technique. Je suis beaucoup plus portée vers tout ce qui est créatif, mais malheureusement dans ce métier-là, enfin malheureusement ou heureusement, dans ce métier-là, on est obligé de passer par la technique et surtout si on veut évoluer, tout maîtriser, tout l'éclairage. Donc le livre s'appelle Éclairer et photographier les objets. Donc c'est vraiment un livre qui se rapporte, le livre phare dans la photographie still life. Moi, je la connais en portrait, notre Sakura. Du coup, elle fait aussi Oui, beaucoup de still life. oui, c'est D'accord. ça. J'ai beaucoup entendu parler d'elle en portrait. J'ai une C'est amie qui a beaucoup de fait une mode. formation avec elle et qui en est revenue avec des étoiles dans les yeux. Et du coup, je me suis dit, il faudrait quand même que je regarde ça d'un peu plus près. D'ailleurs, je crois qu'elle est dans ma liste des gens à suivre et qu'il faudrait que je relance un jour et que j'invite un jour. Ouais, moi j'ai très envie de suivre une de ces formations là, Ouais. septembre prochain. D'accord. Bah écoute, on va se noter ça. Je mettrai des liens vers tout ce qu'elle fait. Comme ça, les gens pourront se faire une idée. Si je te demande ce qui te fait déclencher. Alors, c'est marrant parce que j'ai beaucoup écouté donc les réponses à ces questions dans ton podcast et moi, c'est pas du tout spontané. Genre, en général, les photographes, c'est très spontané. Voilà, c'est très au feeling. Euh, et moi-même, je suis vraiment quelqu'un de spontané. Mais alors, dans la photo de produits Still Life, en tout cas, c'est pas du tout spontané. C'est plutôt une photo qui va être réfléchie bien en amont, c'est-à-dire même une semaine avant. Ça va être pensé dans un mood board. Et je vais devoir faire voilà une dizaine de photos avant que ça soit la bonne et on va même pouvoir assembler des photos les unes entre les autres. Donc toi, la photo, en fait, c'est le tout dernier geste d'une séquence énorme qui peut durer longtemps, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Il y a une grosse séquence et puis la dernière photo, c'est celle que je retiens. C'est quand je l'ai écrite la question, je me suis dit tiens c'est marrant, on devrait avoir une réponse très différente Mm. aujourd'hui. C'est là que je vois à quel point en fait j'ai pas été vers des profils comme le tien. C'est que effectivement on a assez fréquemment des gens qui font des trucs de reportage ou des choses assez spontanées et du coup c'est rigolo d'avoir un vrai point de vue totalement différent de quelqu'un qui fait quelque chose qui a rien à voir en fait avec ce que j'ai d'habitude. T'avais raison en fait, il fallait vraiment que j'ai quelqu'un de ton profil. Bah, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de faire des photos spontanées parce qu'à la base j'étais photographe de mariage, donc Ouais. rien à voir. Et là, je suis passée vraiment de l'autre côté sur la photo, pas du tout spontanée. Et comment on fait la transition justement de ça? Ça doit être un petit peu dur comme passage, non? De passer de la photo de mariage à la Ouais. photo de créative. Alors non, au contraire, moi ça n'a pas du tout été dur parce que c'est vrai que j'aime beaucoup travailler depuis chez moi, avoir mon univers, mettre ma musique, euh, choisir mes horaires aussi Ouais. et voilà, travailler de manière plus sans pression.
Bon, sauf D'accord. quand le client est là, Ouais. il y a un peu plus Oui. de pression. Mais C'est pas la à même. partir du moment où je travaille avec mes objets, bon, bah, Mais c'est vrai qu'il n'y a pas rigolo. d'humain. Donc, C'est rigolo que tu dises ça parce que tu vois, je pense qu'il doit y avoir cette question-là. Le photographe qui va vivre de sa photo, je pense que le plus facile, entre guillemets, c'est d'aller chercher les clients en mariage parce que il y en a beaucoup. Il y a du budget, c'est pas forcément des clients professionnels qui vont tout négocier, tout te grappiller au moindre centime. Donc si tu te débrouilles à peu près bien, c'est probablement le domaine dans lequel tu peux te développer le plus facilement en photo. Et des fois, je me dis, je suis persuadé qu'il y a des gens qui font de la photo parce qu'ils aiment faire de la photo, ils font de la photo de mariage parce que c'est ce qu'ils ont trouvé comme job et qui aimeraient peut-être passer sur un autre domaine, mais qui n'arrivent pas à le faire. Et c'est intéressant que toi, tu aies fait ça. ouais, bah c'est vrai que là, c'est vraiment de la photo en B2B. Donc, la clientèle est vraiment différente. La photo de mariage, on est sur des personnes tout public, alors que là, on va aller chercher plutôt les marques. Et donc, moi, plutôt les marques de cosmétiques. Ouais, il y a un vrai. Je pense que Il y a ça un va être. vrai gap. On va avoir une petite discussion sur le côté commercial et je pense que ça va beaucoup. Ça va être très éclairant sur ce point-là. Si je te demande c'est quoi être créatif, tiens, dans ton cas, ça va être aussi une réponse intéressante. Oui, alors être créatif pour moi, bon, ça c'est une réponse assez basique, je pense, c'est savoir sortir du lot, mais c'est pas forcément facile en tant que photographe still life, parce qu'il faut pas reproduire les mêmes photos qu'on voit partout sur Instagram, et justement que les clients peuvent te demander aussi, et c'est justement là où est le challenge. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire sur pour moi, qu'est-ce qu'être créatif? C'est le fait de regarder les objets de manière différente. Par exemple, un pot à crayon qu'on a chez soi, on va pouvoir le retourner et ça va nous servir justement de socle, de piédestal Ouais. et sur lequel on va pouvoir poser un produit. Un miroir qu'on a chez soi, et ben on va pouvoir s'en servir aussi pour jouer avec les reflets ou alors pour tout simplement amener plus de lumière. On va pas forcément le voir dans le cadre de la photo, mais on va pouvoir mettre plus de lumière sur le produit en reflétant Mm. avec la light. Et c'est vrai, je pense que c'est se débrouiller aussi avec ce qu'on a chez soi. La dernière fois, j'avais une photographe qui est venue chez moi et qui m'a demandé, en fait, on faisait un behind the scene sur ma manière de travailler, etc. Et elle me demandait, mais alors pourquoi t'as choisi une nappe noire plutôt qu'un fond papier? J'ai fait bah tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher, d'aller acheter un fond papier. Et en fait, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Parfois, il peut m'arriver d'utiliser des couettes, des vêtements, et c'est ça qui est drôle. Et je pense que c'est ça qui est aussi créatif dans le sens où euh, je pourrais prendre la comparaison d'un chef dans la cuisine d'un chef et dans un frigo. Le chef, il va regarder dans un frigo qu'est-ce qu'il y a, et en fait avec le peu de moyens qu'il y a, qu'est-ce que on va pouvoir faire comme plat. Il va pouvoir être capable de te faire un super plat avec peu de moyens finalement. J'aime bien l'image du chef parce qu'effectivement, quand tu regardes dans Top Chef, qu'ils leur filent des épluchures et qu'ils leur disent vous devez faire un plat de restaurant avec ça, et en fait, ils arrivent à s'en sortir. C'est C'est fort. impressionnant. C'est rigolo ce que tu viens de dire. Ça me rappelle une phrase que je disais beaucoup à mes tout débuts, justement quand je faisais des photos de produits sans beaucoup. Alors moi, quand je dis j'ai fait de la photo produit, je vous rappelle, je faisais des trucs sur fond blanc, basique, sans aucune mise en scène. Voilà, c'était vraiment du purement technique. Et je disais être photographe, c'est être MacGyver. Je l'ai plus jamais dit depuis que j'ai arrêté de faire ça. Donc c'est ça en Oui, fait. c'est ça. C'est faire avec ce que tu C'est as sous vraiment la se main. débrouiller. C'est vraiment, bah, surtout quand on commence. Après, c'est vrai qu'on commence à s'équiper, etc. Donc ça devient aussi plus facile. Mais c'est vrai qu'on s'équipe de pâte à fixe, de fil de pêche. Il y a vraiment une grosse partie de do it yourself, de bricolage. Et c'est ça aussi qui me plaît dans la photo de produit. Ouais, C'est ce côté très manuel, ouais. Où tu as quand même bricolage. beaucoup de boulot derrière. Ouais, je vois tout à fait. Bah, justement, c'était Mm. la question suivante qu'on va aborder. Alors, du coup, la question, je l'ai formulée, c'est quoi la photo de produit? Mais du coup, c'est quoi la photo de produit, de still life, la photo de produit créative? Qu'est-ce que c'est ton métier? Alors, mon métier, je pense que je peux résumer ça à créer des univers visuels cohérents et créatifs, et tout en faisant attention à ce que ça respecte bien les valeurs, que ça reflète bien les valeurs de la marque, et euh,
reprendre aussi tout en gardant son propre style, sa propre identité photographique. Donc dans la photo de produit, donc il y a vraiment un côté très créatif. On peut voir ça un petit peu comme une toile d'un peintre une toile blanche et qui va complètement peindre. Et on va vraiment partir de rien et on va totalement le peindre avec des décors, des accessoires, des jeux de lumière. Donc chaque petite chose que tu ajoutes, c'est un coup de pinceau en fait. C'est ça, exactement. Donc il y a vraiment cet aspect de set design, de composition de la scène. De penser en amont aussi avec un mood board et ce qui va permettre aussi de dresser une petite liste d'accessoires le jour du shoot. Et il y a le côté retouche photo qui est très important. Que c'est vrai que moi j'avais pas autant de retouches photo quand je faisais de la photo de mariage. Ouais. Sur la retouche. D'accord, c'est marrant parce que moi je viens de découvrir la retouche photo en mariage et maintenant je passe beaucoup de temps dessus justement. Ouais, c'est facile de passer du temps dessus. Ouais, pendant longtemps j'étais assez intégriste là-dessus en disant non je veux que ça reste naturel. En fait je me suis rendu compte que naturel il y a plusieurs degrés de naturel et que tu peux aller très très loin sans que ça fasse fake et voilà, donc du coup ça a changé pas mal de choses. Est-ce que on peut être aujourd'hui, je le rappelle, pour moi photographe produit c'était fond blanc, toi c'est hyper coloré, c'est hyper graphique, il y a beaucoup de mise en scène. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui photographe de produit, photographe still life sans être directrice artistique et sans aimer la mise en scène? Alors c'est vrai qu'il y a vraiment deux métiers. Il y a les métiers vraiment packshot où là c'est de la photo très simple. C'est pas ce type de prestation que moi je propose et qui m'intéresse parce que c'est vrai que il y a pas du tout de créativité une fois qu'on gère les deux éclairages. Maintenant ouais effectivement moi ce qui m'intéresse c'est de gérer toute la chaîne de production, notamment la direction artistique. Ça veut dire réfléchir, penser la scène en amont. Aller faire des petits achats d'accessoires et faire la prise de vue et ensuite faire la retouche photo. Maintenant, il y a dans la photo de produit, donc moi aujourd'hui je fais toutes ces étapes-là, mais c'est vrai que si on travaille avec des agences photo, et souvent ces tâches-là sont découpées. Ouais. C'est-à-dire que, enfin des agences de publicité. Donc en général, l'agence donc va s'occuper de toute la partie direction artistique et ils vont mandater un photographe et là le photographe va plutôt exécuter. Et parfois le photographe peut être aussi accompagné d'un set designer, donc c'est-à-dire que le photographe va gérer le cadrage, la lumière, l'angle de vue, et le set designer va plutôt gérer tout l'aspect composition de la scène, des produits, etc., nettoyer les produits. Et derrière, le métier de retoucheur photo, moi, en fait, j'ai travaillé par exemple pour L'Oréal et eux, ils géraient vraiment la partie photo. Il y avait 7 designers d'un côté, le photographe d'un côté, la direction artistique elle était faite par un autre pôle et le travail de retouche était fait par des freelances. Donc vraiment tout était découpé, tous les métiers étaient découpés. Maintenant c'est vrai que quand c'est bien d'avoir cette fibre artistique et de se rendre compte parce que c'est vrai que si on n'est pas créatif en tant que photographe, ça va être compliqué même pour communiquer avec le set designer, avec la direction artistique. Mais même le fait de savoir tout faire, en fait, ça te permet peut-être de communiquer un petit peu mieux avec eux. C'est-à-dire que c'est, quand tu fais une mise en scène, tu peux avoir quand même une suggestion qui fera du bien à l'image aussi. Au contraire, on est deux yeux créatifs et on se répond et on apporte chacun notre valeur, même si les tâches peuvent être découpées. Bon, moi aujourd'hui, je fais tout toute seule. Parfois, je fais avec le client directement, qui va apporter aussi son regard. Tu préfères faire quoi ? J'ai du mal à faire des choix, mais j'avoue que j'adore faire le set design. C'est vrai que quand je suis avec le client, il va plutôt s'occuper du set design parce que tout ce qui est technique à proprement parler, il va pas forcément connaître. Ou alors parfois je lui demande de déclencher depuis mon ordinateur. Donc là, il lui suffit d'appuyer sur un bouton. Oui, enfin tout est déjà mis en place. C'est pas vraiment de la photo, ça.
Voilà, C'est juste appuyer sur le les déclencheur. réglages sont déjà faits, mais c'est vrai que quand c'est quelque chose un peu plus complexe, je m'occupe du set design. Mais le set design, c'est vraiment comme la partie direction artistique, mood board. D'accord, donc t'es plus dans la création de l'image en amont de la photo, en fait. Au Oui, c'est final, ça. la Même photo, si je m'occupe. c'est le dernier pas, mais c'est pas l'essentiel, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Mm. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, t'as un univers très coloré, très graphique. Et justement, il y a un rôle assez prépondérant de la couleur dans ta photo. C'est assez essentiel dans ce que tu fais. J'ose même pas imaginer ton budget fond papier. Tu parlais de fond papier tout à l'heure, mais si tu dois à chaque fois acheter un fond, parce qu'à chaque fois c'est des nuances. C'est quoi le rôle de la couleur dans ta photo? Comment est-ce que tu envisages ça? Alors justement, je peux vous dévoiler un petit hack pour ceux que ça intéresse. Moi, j'utilise des fonds, enfin certains sont des fonds vinyles. Donc ça permet vraiment si on le salit, on peut le nettoyer. Donc ça c'est plutôt cool. Après c'est vrai que parfois le fond papier se détériore, donc il y a quand même un petit budget que je dois racheter souvent aussi. Et puis tu as toutes les variantes de couleurs aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, c'est ça. J'utilise aussi des petites feuilles rudoïdes. Ce qui permet, c'est des feuilles transparentes qu'on peut acheter trouver ça dans des magasins ou de déco, type Rougier et Play, qu'on va mettre dessus. Et c'est des feuilles transparentes qui va permettre de pas abîmer le fond en dessous. D'accord. Ok, donc ça te permet. Et ça fait pas des reflets ou des. Il peut y avoir des reflets, ouais. D'accord. Donc quand t'as pas le choix, t'as ton fond papier. Il y a le fond papier aussi, ça dépend sur quelle texture. Si on veut utiliser de l'eau par exemple, le fond papier ça va être un petit peu plus compliqué si on le protège pas. Mais c'est vrai que moi, dans mon travail, j'adore utiliser la couleur, sachant que par exemple le fond rose, j'en ai qu'un seul, et après ça va être vraiment un travail de post-production pour éviter d'en avoir de toutes les couleurs, et puis de toute façon on ne peut pas trouver toutes les couleurs non plus, donc il va falloir vraiment retravailler la photo sur Capture One, Lightroom ou Photoshop. D'accord, donc ça t'arrive de modifier la couleur de ton fond même si c'est léger pour pas oui, avoir. Bien sûr, ça m'arrive tout le temps. Parce qu'en fait je vois les photos de tes produits des fois. Alors ce que je m'étais noté, tu vois, moi je suis tout le temps à la recherche du contraste en permanence, c'est-à-dire qu'il faut que tout se détache, si je peux avoir des couleurs opposées l'une sur l'autre, c'est mieux. Toi, tu as assez fréquemment du ton sur ton. Oui. Et du coup, en fait, par exemple, si tu te dis, je vais faire, j'ai un produit rose et je vais le faire sur un fond rose, puisque tu parlais du fond rose, c'est des roses très proches l'un de l'autre. Et là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu vas jouer sur ton rose ne correspond pas forcément au rose du produit, mais tu vas jouer sur la couleur après en post-prod pour les faire correspondre. Oui. Alors justement, c'est un gros travail, une grosse partie dans mon travail. On peut voir des photos sur fond rose, des photos, de produits roses sur fond rose, des produits verts sur fond vert. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime faire, justement, faire des rappels. Alors ça peut être sous forme de fond, ou ça peut être simplement des petites touches avec des éléments. Ça peut être une fleur, un tissu, voilà, des petits éléments. Et si la couleur ne se rapproche pas exactement, je le retravaille derrière sur Photoshop pour que ça matche en fait. Ouais. Après, c'est pas obligé que ça soit exactement la même couleur. Au contraire, mais il faut que ça soit au moins un camailleux, en tout cas que ça matche bien. Que ça soit un mix and match de couleurs. Du coup, ton relief, tu le trouves où, puisque tu n'as pas ce contraste-là des couleurs, justement? Comment est-ce que tu crées ton relief? Ça va être par les ombres, ça peut être par l'eau, par exemple. Ouais. On va pouvoir voir des petits mouvements d'eau, voilà, par la matière aussi. D'accord. Par une dynamique en fait de mouvement aussi qu'il peut y avoir. Il peut y avoir effectivement du mouvement, notamment dans l'eau. Ouais. Ok. Donc tu arrives quand même à créer en fait la couleur. Tu t'enlèves une possibilité, mais tu exploites à mort les autres, quoi. Effectivement, ouais, c'est ça. Tu vas au-delà de ça. Alors justement, ça tombe bien, tu parlais des ombres. C'est quelque chose que j'ai noté qui est discret. Je pense quand tu n'y prêtes pas attention, mais au final, c'est assez prédominant dans ton travail. C'est justement la gestion des ombres. Je pense que quand tu le regardes avec un œil de consommateur, tu t'en rends pas forcément compte. Quand tu regardes avec un œil de photographe, tu vois qu'il y a quand même... en tout cas, quand on les met côte à côte, tu vois qu'il y a quand même des façons
différente de gérer les ombres et la question, enfin tu vois, je vois, t'en joues, tu les contrôles, puisque tu es en studio, donc tu sais exactement ce que tu vas faire et tu as conçu ton image. Comment est-ce que tu décides que telle photo, on va avoir une ombre plus douce, d'autres, on va avoir une ombre qui est nettement plus visible, une ombre qui peut être un peu plus longue, un peu plus courte. Qu'est-ce que ça apporte à l'image, c'est les différents types d'ombres? Alors l'ombre dure, ça va se refléter, ça va être ça va faire penser plutôt à la lumière donc du soleil, de la lumière dure, alors que l'ombre avec une soft box, donc les ombres beaucoup plus douces, ça va faire comme si il y avait des nuages. Je pense on peut comparer à ça. C'est vrai que ça va être une photo beaucoup plus douce quand il y aura pas de d'ombre dure. Bah, ça paraît assez logique en fait. Ouais. Après c'est beaucoup au ressenti, à ce que veut retranscrire la marque. Par exemple, pour une marque d'enfants, pour une marque de jouets d'enfants, on pourrait amener enfin, peut-être que l'univers de la marque veut quelque chose de beaucoup plus doux. Donc, Ouais. dans ces cas-là, je vais réfléchir et je vais me dire bon bah voilà, dans ces cas-là, je vais pas faire d'ombre dure. Mm. Donc c'est vraiment au ressenti et à ce que veut dégager la marque comme valeur, comme image. Euh, j'ai pas de j'ai pas de règles précises D'accord. là-dessus. Mais en tout cas, il y a un vrai message qui passe dans ça. C'est-à-dire que c'est Oui. vraiment, enfin, si tu fais un truc pour un homme, un produit cosmétique pour les hommes qui veut être la virilité incarnée, c'est ombre dure automatiquement, quoi. Pas forcément, non, Ouais. ça peut vraiment varier. C'est vrai que c'est une question, c'est assez dur de répondre à celle-ci. Non, mais c'est hyper En revanche, intéressant en fait. Du coup, il y a une vraie réflexion derrière qui est. Moi, je l'ai vu parce que j'ai vu toutes tes photos côte à côte. Et tiens, c'est marrant, les ombres. Il y a vraiment une réflexion manifeste derrière. Mais c'est quoi la réflexion? C'est ça la question. après, si on veut jouer par exemple avec la symétrie et les ombres, là on peut créer des photos super intéressantes Ouais. grâce aux ombres dures. D'accord. Oui, parce qu'en plus, il y a aussi effectivement le fait qu'il y a le côté graphique et que les ombres en rajoutent encore Mm. une petite couche et qu'effectivement, bah, si tu perds le contraste de la couleur, tu peux regagner énormément de choses en jouant là-dessus. Enfin, en fait, même une nécessité en fait au final. Mm, complètement. Mais c'est vrai que c'est fun de s'amuser avec les lumières et de devenir vraiment maître de son éclairage. Mm. C'est quelque chose sur lequel j'étais pas du tout à l'aise. Et donc avant, j'étais plutôt donc, graphiste, directrice artistique, pure et dure. Donc je passais tout mon temps sur mon ordinateur et j'arrivais pas bien à comprendre comment fonctionnaient les ombres. Et c'est vraiment en manipulant les éclairages, en se reculant, en mettant sa lumière un peu plus haut, un peu plus bas, un peu sur les côtés. Euh, c'est vraiment ça qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait la lumière. Et c'est vraiment un travail ultra intéressant. Bah, on en revient au fait que c'est toujours important de faire les choses au lieu de les Ouais, théoriser à pratiquer. mort. Il faut pratiquer. Si on a envie d'apprendre à utiliser un flash, il faut utiliser un flash. On peut aller apprendre des petits trucs techniques à droite à gauche, mais si à un moment on met pas en place un flash à la maison pour essayer, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrivera jamais. Mm. C'est justement l'occasion d'aborder la question du matériel et du studio photo, puisque c'est un des points quand on va sur ton site qu'on voit, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de tant de matériel que ça en fait pour se lancer. Oui, oui, c'est ça, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer dans mon travail, c'est que je me débrouille un petit peu avec ce que j'ai. Bon, maintenant, je commence à être plus équipée, forcément, parce que ça permet aussi d'être plus à l'aise et de gagner en productivité. Euh, mais déjà, en termes de place, je travaille enfin, mon studio photo qui est d'ailleurs mon salon, fait même pas 13 mètres carrés, donc Mm. on a besoin peut-être de 7 mètres carrés sur la photo produit. Donc ça, c'est assez cool quand on veut commencer dans la photo de produit. Parce que bah, souvent, ce sont des petits objets, donc c'est facile à manipuler. Et moi, je me suis vraiment équipée au fur et à mesure. Donc là, je me suis équipée d'un trépied qui est assez lourd, mais pendant vraiment un an et demi, j'ai fait avec un petit trépied qui valait pas grand-chose. Mm. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut
vraiment être au service de la créativité et il faut pas se bloquer avec le matériel et se dire ok, la photo de produit ça coûte cher, c'est pas pour moi, ça sert à rien, j'ai pas assez d'argent pour investir. Non, en fait, faut y aller et faut s'équiper aussi au fur et à mesure. Faut pas se bloquer par le matériel. Le matériel, en fait, t'apporte un confort, mais effectivement, tu peux Voilà. démarrer avec moi. Je vais raconter, il m'en voudra pas de raconter cette histoire. J'ai mon ami Alexis Paoli, qui est photographe d'architecture, qui sort un livre en ce moment. D'ailleurs, je remettrai le lien dans les notes d'épisode parce que c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait pendant le Covid, qui a acheté l'an dernier. Donc il est photographe d'architecture, il avait une tête qui était bien, mais voilà, enfin une bonne tête pour son trépied qui était bien, mais qui était quelque chose de relativement abordable et toute personne un peu sérieuse peut s'offrir. Et il a investi dans une tête Arca Swiss monstrueuse qui coûte une fortune. Et en fait, c'est la différence entre devoir redresser ton image en post-prod et pouvoir le faire directement sur le site. Et en fait, ça fait gagner un temps fou. Donc, effectivement, il a fonctionné pendant des années avec une tête relativement normale, relativement simple, relativement abordable. Relativement, parce qu'elle était quand même très, très chère. Moi, je ne mettrais pas ce montant-là, même dans celle qu'il avait avant. Mais en achetant la gamme au-dessus, ça lui a simplifié la vie. Mais par contre, c'était pas un besoin, c'était un plus. Mais voilà, ça vient avec le temps. Mais effectivement, toi, tu as commencé avec quelque chose qui est assez abordable et qui était tout à fait à la portée de tout le monde, quoi. Voilà, ça me dépannait bien au départ. Et puis, c'est vrai que le fait de s'équiper, effectivement, c'est un confort et ça permet aussi de gagner en productivité. Mais au début, on n'a pas forcément le budget, les ressources financières. Ou le savoir pour. Et le pour savoir, de quoi toute acheter, façon, il parce faut que pratiquer pour combien de pour savoir personnes ont ensuite acheté des trucs dont ils avaient jamais besoin, quoi. Et Oui, t'achètes au fur et voilà. à mesure. C'est ça, quand on s'équipe et et on a tout le matériel et tout, mais on sait pas du tout s'en servir et après on se dit ah oui mais en fait c'est complètement inutile. Bon bah voilà, vaut mieux pratiquer et ensuite savoir ok de quoi vraiment j'ai besoin. Non, c'est assez intéressant ça, mais c'est effectivement, moi je suis, je l'ai pas fait au départ parce qu'au départ j'ai acheté tout et n'importe quoi. Il y a plein de choses qui ont traîné pendant des années dans mon placard à pas servir avant de finalement servir pour autre chose ou de jamais servir à rien. Mais effectivement, il vaut mieux s'équiper au fur et à mesure. Je trouve en fait que c'est une bonne philosophie aussi de dire bah, tu commences avec ce que tu peux et avec pas grand chose et t'achètes vraiment ce dont tu as besoin. Le trépied étant un bon exemple, c'est bien d'avoir un petit trépied au démarrage et d'acheter après parce qu'on s'en rend pas compte, mais en fait il y a des variantes de trépied incroyables, du trépied de voyage au trépied de studio, au trépied qui est entre les deux. Au truc qui va être très lourd mais très transportable parce que tu as besoin de stabilité où tu vas, etc. etc. Il y a des tonnes et des tonnes d'options et effectivement, des fois, il vaut mieux bien définir ce dont on a besoin en achetant quelque chose de simple au démarrage et derrière, en comprenant ce qui marche pas, ce qu'on veut améliorer pour acheter après le bon produit exactement, que de mettre une fortune dans le truc le plus cher qui finalement servait à rien, quoi. Exactement, c'est ça. C'est vraiment comprendre. Tu l'as bien dit. Comprendre comment ça marche. On a abordé un tout petit peu ça plus haut, mais comment ça se retouche ce type d'image? Tu avais l'air de dire que c'était une retouche très lourde, et voire beaucoup plus lourde que ce que tu avais connu dans ta vie professionnelle d'avant. Ah oui, alors chaque image est passée. Alors moi je passe d'abord chaque image sur Capture One. J'utilise Capture One. Après d'autres photographes utilisent Lightroom. Ça c'est vraiment une question de choix. Je trouve que Capture One est beaucoup plus complet. Et ensuite donc chaque image je la passe sur Photoshop. Donc, c'est vrai qu'on va faire aussi beaucoup moins de photos d'images finales que sur un mariage. Par exemple, sur une journée, en général, pour se donner une idée, je vais faire une dizaine de photos maximum. Et encore, voilà, ça permet de se donner une idée. À comparer aux 14 000 qu'un photographe de mariage va sortir sur la journée. Voilà, ouais, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et donc, je vais prendre à peu près une journée pour retoucher une dizaine d'images. D'accord. Et donc c'est un process qui est super long. Alors on va vraiment enlever toutes les poussières, tous les petits défauts du produit. On va zoomer, on va énormément zoomer dans la photo pour être sûr de ne rien louper. On va aller corriger aussi les lumières, les couleurs.
voilà, tous les petits défauts. Alors parfois, on peut être aussi amené à assembler des images parce que soit on n'a pas le matériel ou soit c'était pas possible de réaliser la photo en une fois. C'est vrai qu'on va assembler 2, 3, voire 4 images. Là, je l'ai fait dans un dernier shooting. Par exemple, c'était une photo pour des compléments alimentaires où il y avait des bulles. Donc là, on avait juste, on soufflait dans le vulgaire produit à bulles des enfants. Hein. Et on n'avait pas énormément de bulles sur chaque photo. Donc là, j'ai vraiment assemblé chaque bulle. Je pense à une autre photo aussi que j'ai réalisée. C'est pour donc, du vernis manucuriste. Là, donc j'étais avec une set designeuse. Elle ajoutait donc sur la photo. Donc on avait fait couler le vernis. J'essaie que les gens, enfin, je fais en sorte que les gens aient la photo aussi, qui s'imaginent la photo. On la mettra dans les notes d'épisode, comme ça ils pourront la voir peut-être au moment où voilà. on en parle. Le vernis est en train de couler et en fait on ajoutait des petites fleurs dans le vernis, mais c'est vrai que ajouter peut-être 4 ou 5, mais elle coulait directement, donc on était obligé d'ajouter une fleur et de shooter, d'ajouter une fleur et de shooter et d'assembler après en post-production. Donc il y a quand même pas mal de montage et pas mal de retouches derrière. Et en tout cas, c'est une grosse partie du boulot. Je disais la photo, c'est la dernière partie la dernière étape, mais en fait non. T'as tout ça derrière qui effectivement qui fait partie du boulot aussi, quoi. Ouais, qui est une étape primordiale et essentielle. Et l'image est loin d'être aussi parfaite du coup avant retouche. Oui, parce que c'est vrai que la colorimétrie n'a rien à voir, et puis même pour homogénéiser toute la série de photos au niveau des couleurs, c'est compliqué. Ouais, il faut le faire. C'est important. De toute façon, la retouche, on n'y coupe pas. Même quand on dit qu'on retouche peu, en fait, on retouche toujours énormément. Donc voilà, c'est inévitable. Et le challenge aussi, c'est de pas avoir une photo trop fake. Faut pas que ça se voit que ça soit retouché. C'est ma plus grande crainte quand je retouche. C'est qu'on voit que j'ai touché la photo et que j'ai eu la main un peu trop lourde. Ouais, c'est ça. Maintenant que je retouche plus les photos, je m'impose en fait de ne pas envoyer quand l'album est terminé. Je m'impose de pas l'envoyer. Je mets tout en place et je reviens dessus 2 jours après quand je suis plus dedans et j'ai un peu oublié ce que j'ai fait. Et si j'ai une photo qui m'arrête, je m'arrête tout de suite. Ça m'arrive 2 fois par album maintenant, mais il y a une époque où c'était beaucoup plus, quoi. Oui, c'est vrai. Et d'avoir un regard aussi sur toute la série de photos, comment elles se répondent les unes entre les autres. C'est encore un autre aspect. Sujet, mais... C'est vrai qu'on dit photo still life, on pense pas à storytelling, mais effectivement, toi, tu as tout un aspect storytelling qui va derrière aussi, et les photos doivent fonctionner ensemble. Ah oui. Oui, complètement. C'est vraiment des images qui se répondent entre elles, et c'est ça aussi le challenge dans le mood board, c'est d'avoir des photos qui sont qui sont différentes, mais en même temps qui soient cohérentes dans toute la série, qu'on comprenne qu'on comprenne qu'il s'agit d'une seule et même entité. Donc là, l'intention, c'est vraiment de donner une direction artistique, et ça peut passer soit par l'éclairage, soit par des couleurs, soit par un thème, par exemple. Là, dernièrement, j'ai fait le thème Halloween. Soit ça peut être par le traitement de la photo, soit par des éléments qui reviennent. Enfin, ouais. D'accord. Il faut qu'elles se répondent. En tout cas, elles sont souvent utilisées ensemble, et du coup, il faut qu'elles se répondent, quoi. Voilà. C'est ça, mais tout en créant des images qui soient originales et uniques. D'accord. Alors, la question que je me pose maintenant, et c'est marrant parce que tu vois, comme t'en parles peu, j'avais pas forcément noté que tu avais été photographe de mariage, mais du coup, comment moi j'applique ça à mon quotidien de photographe événementiel? C'est-à-dire, moi, je vais faire... dans un mariage, je vais photographier une table, par exemple, ou je vais photographier les décorations qui sont souvent très travaillées. D'ailleurs, il y a souvent, pas un set designer sur un mariage non plus, mais il y a souvent quelqu'un qui a passé du temps à faire une décoration de table. Ou par exemple, moi qui travaille pas mal sur des événements de marques de cosmétiques, ils ont souvent des plateaux produits. Et ils me demandent de garder une trace de ça. Comment est-ce que moi j'adapte ce que tu viens de dire à mon quotidien de photographe événementiel, où j'aurais jamais la possibilité de faire un truc aussi poussé que toi, mais par exemple j'ai toujours un flash sur moi. Comment est-ce que je peux améliorer
ces photos-là dans mon travail, qui sont des trucs que je fais de très très mauvaise grâce, hein, moi. Personnellement, c'est vraiment, c'est la photo qu'il faut évacuer et après je passe à autre chose. Et voilà. Mais est-ce que tu as une manière de m'aider à améliorer tout ça? Alors, c'est une question un petit peu plus complexe que tu me Mm. poses là, parce que c'est vrai que quand je faisais de la photographie de mariage, par exemple, euh, j'avais un petit peu cet œil aussi créatif, par exemple, pour les préparatifs de la mariée. Bon, bah, j'allais un peu examiner quelle était la lumière, parce que je Ouais, shootais surtout que en lumière naturelle. ouais, Donc, j'allais examiner quels étaient les lieux sympas où je pouvais shooter. J'allais prendre les chaussures de la mariée, les alliances aussi, et puis j'allais faire une petite composition produit. Donc, je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est peut-être aussi pourquoi pas d'aller s'inspirer en amont, de se faire un petit mood board et de se renseigner aussi du client, qu'est-ce qu'il y aura, et pourquoi pas, voilà, ça va permettre aussi de préparer un petit peu mieux le shooting et de pas se retrouver, voilà, face à la photo. Ok, bon, qu'est-ce que je fais? mm. Et ça va permettre d'avoir des petites idées. Ce qui est systématiquement mon cas. Moi, en général, ce genre de choses, quand je les photographie, je les découvre une minute avant et je fais la photo. Donc toi, ta réponse, c'est de programmer, de préparer, de s'inspirer, d'avoir des options en tête, en fait, quelque part. Voilà, ouais, c'est ça. C'est Mm. même si ça t'intéresse pas des masses, en fait, tu peux tout à fait t'y préparer et dire, ok, bon, je vais rien inventer, mais il y a des choses qui marchent et je peux m'en inspirer. Voilà, c'est ça. Et puis après, c'est ça, c'est vraiment faire un petit mood board en amont, histoire de se préparer au mieux. D'accord. Moi, du coup, quand dans ta discussion avec les mariés, s'ils te disent que c'est le mariage champêtre chic qui est un petit peu la grande mode en ce moment, bah, tu peux toujours aller chercher ce que les autres ont fait dans cette thématique-là, en fait. C'est ça ton mood board. Ou tu demandes carrément le On mood peut, board à la mariée. on peut faire ça, oui, Ouais. aussi, ça permet aussi d'être plus en accord aussi et en phase avec ce que veut la mariée, tout en restant dans son style, hein. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant. C'est vraiment. Je te dis, en fait, moi, le parallèle que j'ai fait avec mon travail, c'est ça, en fait. C'est de me dire, mais en fait, j'en fais. Juste, bah, effectivement, bah, j'ai pas de contrôle dessus, mais il y a certainement un moyen de faire ça mieux que ce que je ne fais à l'heure actuelle, qui est lumière à 45 degrés de derrière avec un peu d'ombre de truc. Donc en gros, c'est la table qui est le plus proche de la fenêtre, en priant pour qu'il y ait encore de la lumière au moment où je fais la photo, tu vois, pour que ce soit pas un truc totalement plat. Ou alors un flash à 45 degrés derrière. Enfin voilà, tu vois, c'est toujours ces mêmes choses-là, mais c'est vraiment quelque chose que je vais évacuer assez rapidement. Et finalement, il y a peut-être un moyen de... Tu vois, je suis le premier à dire il faut trouver un moyen d'apprécier tout ce qu'on fait. Et en fait, je le fais pas. Mm. C'est rigolo, comme quoi Non, non. il y a encore des choses. Je crois que cet épisode va mettre en lumière que je suis un petit peu borné par moment quand même. C'est ça, il y a toujours moyen de s'éclater, même si à la base le projet n'est pas forcément sexy, c'est à nous aussi de le sublimer. Ouais, d'y trouver quelque chose en tout cas de différent et c'est comme ça qu'on fait un travail original. Mm. On l'a vu un petit peu plus haut, tu touches un peu à tous les aspects de la communication produit au-delà de la photo. Donc on parlait de la DA, on parlait de plein de choses, mais en fait on peut aussi parler de la gestion des Instagram, de l'identité de marque, tu peux gérer du site web et la question que ça génère, c'est est-ce que c'est impératif dans la communication produit d'avoir quelqu'un qui sait tout faire? La question subsidiaire, c'est est-ce qu'on peut faire que de la photo produit aujourd'hui ou est-ce qu'il faut absolument savoir tout faire? Est-ce que le technicien qui fait que du packshot est un peu en voie de disparition? D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des packshots réellement? Oui, oui, ça existe, hein. Je pense que ça, oui, oui, ça existe, Ça mourra effectivement. jamais. Euh, Mais c'est peut-être des machines maintenant qui les font. Enfin, genre, tu mets ton truc et puis c'est automatisé, ça tourne, ça te fait un truc oui, 3D. je pense, j'avoue, je me suis pas trop, finalement, je me suis pas renseignée sur ce sujet-là. La dernière fois que j'ai regardé la Intéressant. photo produit, en fait, leur gros problème, c'est qu'en fait, tu avais des boîtes, tu sais, des boîtes avec des lumières de tous les côtés. Tu mettais un appareil photo devant, tu avais un plateau qui tournait et il faisait un tour à 360. Et en fait, c'était ça la photo. Ouais. Et en fait, le rôle du photographe, il n'y avait plus de flash, il n'y avait plus rien. Il y avait une boîte avec un appareil photo devant, quoi.
Oui, non, c'est pas du tout créatif. Ouais. Voilà. C'est Non, mais sûr que c'est pour te c'est plus, dire c'est que plus technicien. c'est Ouais. autant à une époque, tu avais un photographe, il y avait une vraie valeur ajoutée à créer ce genre de photos. Autant aujourd'hui, enfin, je dis pas que ça remplace parce que c'est pas la même chose, mais c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut encore s'en sortir sans toucher à tout comme tu le fais en fait, sans aborder chaque aspect de la communication du produit comme toi tu le fais. Par rapport au packshot, tu veux Par dire, est-ce rapport que à tout, en fait, la communication produit. Parce qu'en fait, le packshot en soi, est-ce qu'il existe encore en tant que photo? Certainement, mais c'est peut-être plus limité. Mais voilà, comment on tire son épingle du jeu, en fait, dans ce domaine-là. Euh, c'est vrai que c'est vrai que pour moi, la photographie, il faut absolument l'accompagner de marketing, de communication. Il faut savoir se rendre visible parce que il faut savoir rendre visible aussi son travail pour pouvoir booker des clients. Et effectivement, donc c'est soit on passe par quelqu'un d'autre, mais ça dépend aussi du budget qu'on a et qu'on veut accorder à ça. Moi, c'est vrai que pour le moment, je m'en occupe toute seule, donc je vais gérer vraiment toute la partie marketing et ce qui va me permettre de me rendre visible et de booker mes clients. Donc, je vais passer par les réseaux sociaux, par le référencement naturel, le référencement payant, je n'y ai pas encore touché. Mais effectivement, c'est vrai quand on est photographe, donc on a envie de travailler que la partie technique, enfin que la partie créative, alors que malheureusement, on est aussi notre comptable en tant que photographe. En tout cas, quand on débute, on est aussi notre comptable. On fait aussi notre propre communication, notre propre marketing. Donc, on fait tous ces métiers-là à la fois. On va faire voilà nos devis, nos factures, ce qui vont. c'est presque une nécessité de savoir tout faire, en fait. C'est une nécessité, quitte après à redonner quitte après à faire appel à quelqu'un, à déléguer les parties dont on ne veut plus. Mm. Même la retouche photo, hein, et je connais beaucoup de photographes qui délèguent cette partie. Ah non, mais c'est pas déconnant de réfléchir comme ça. Mais effectivement, toi, si tu vends de l'image de marque, c'est vrai que c'est important de savoir le faire aussi, ne serait-ce que pour toi, quoi. Si Mm, mm. quelqu'un qui dit je vais vous aider à faire votre identité et qui est pas foutu de créer la sienne, effectivement, Mm. c'est pas forcément très très engageant. Oui, c'est ça. Et d'avoir son identité visuelle, c'est-à-dire d'avoir son logo, ses codes. Bah, après, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est assez inné pour moi de gérer toute la partie graphisme, logo, identité visuelle. Et aussi, dans ce métier-là, on va s'adresser à des métiers de l'image. Donc, c'est ultra important de travailler tout ça. Après, j'entends totalement que des photographes, ça va pas du tout être leur domaine de prédilection. Donc, dans ces cas-là, le déléguer à un Mm. graphiste beaucoup plus C'est spécialisé. c'est marrant parce que tu dis c'est inné ce genre de choses pour toi. Il y a un truc qui me fait sourire depuis tout à l'heure. Alors les auditeurs le verront pas, à moins que je fasse une capture d'écran, mais je vais pas faire. Mais en fait, on discute par webcam. Donc moi, je te vois sur mon écran. Et d'habitude, en fait, les écrans, enfin les plans sont pas toujours très propres. Si tu regardes le mien, moi, il y a tout le bordel de mon salon derrière. Et toi, en fait, tu as un beau mur blanc avec un bel arrangement d'un côté, un rideau de l'autre. Ta tête, elle est dans un endroit nickel. Et en fait, je sais même pas si tu y as réfléchi réellement, mais ton plan est propre, en fait. Naturellement, enfin, naturellement. Oui, Il y a certainement un travail inconscient derrière, ou peut-être conscient oui. d'ailleurs, mais effectivement, tu as fait cet effort-là d'avoir les éléments distrayants à un endroit où ils distraient pas trop, en fait. Effectivement, tu es assise devant la porte, Ouais. comme ça, on la voit pas, en fait. C'est marrant comme. Mais même la porte est jolie, hein. Ouais, non, mais même la porte est jolie, mais je veux dire, tout ce qui peut être distrayant, en fait, il n'est pas. Donc, du coup, ton cadre, il est nickel dès le départ, en fait. Et tu as juste ce qu'il faut d'éléments visuels dedans pour le rendre intéressant. Alors qu'on Oui, est juste alors sur une webcam que personne va voir à part moi, quoi. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je fais tous mes calls, même mes calls avec mes clients ici. Mm. Donc, c'est important aussi d'avoir une image qui soit assez propre et graphique et pour refléter aussi l'image. Bon, après,
Oui, mais enfin, dire aux gens, je vais vous faire une image propre et puis avoir un truc absolument dégueulasse en même temps derrière, c'est effectivement pas super vendeur. Et là, du coup, c'est vrai que dans ces petits détails-là, t'as l'air très très forte, quoi. Bah, c'est vrai que la photographie still life, c'est uniquement du détail. Il Mm. faut être hyper vigilant sur chaque détail. Et parfois, je vais passer 1 heure sur une seule et même photo pour déplacer 3 millimètres d'accessoires ou de produits. Non, mais Donc, c'est c'est important. En que tout du cas, détail. ça montre les petites choses qui font vraiment la différence, quoi. Il y a une phrase que j'ai retenue de ton site, et c'est important d'en parler. C'est l'aspect technique est important, mais l'aspect commercial est essentiel. Et Oui. alors, il faut que je le précise, tu es également formatrice donc dans tous les domaines dont on vient de parler. Donc ça fait partie de ta partie formation. Moi, je considère que le commercial, c'est la base. Je viens d'un monde commercial, je l'ai déjà dit, je viens de l'immobilier entreprise. On m'a parfois reproché de dire qu'il vaut mieux être un photographe très moyen et un très bon vendeur que l'inverse. Donc j'ai un peu arrêté de le dire, mais de temps en temps, ça fait du bien d'en reparler. Donc j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu ce sujet avec toi. C'est vrai que parfois, je vois des marques qui arrivent très bien à vendre, mais pourtant, l'image est dégueulasse. Mm. Simplement grâce au marketing. Donc Ouais. après, si on peut améliorer ça avec l'image, c'est 1000 fois mieux. Mais c'est vrai que c'est pas l'image, c'est pas la base. Faut surtout se montrer visible. Et il y a toute une stratégie marketing que j'ai mis au point au fur et à mesure et que j'apprends justement dans ma formation Creative Studio Mm. Academy dont tu as parlé. Et c'est la partie commerciale, c'est vraiment la moitié de la formation parce que Mm. c'est vrai qu'on peut avoir cette sensibilité artistique, mais en général, on n'est pas forcément un bon vendeur, Mm. malheureusement, Ouais, en tant l'artiste est que... rarement un bon vendeur d'ailleurs, hein, par Ouais. défaut, sachant que la vente n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Je crois que c'est un malentendu courant dans ce domaine-là. Mm. C'est vrai que même moi, à la base, je déteste me vendre, mais en fait, justement, j'apprends à vendre sans vendre et de faire en sorte que ça soit facile et que les gens viennent te voir plutôt que l'inverse, aller prospecter Mm. directement. C'est Et j'ai constaté ça aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile grâce à la création de contenu de vendre, que les gens viennent te voir plutôt que quand... en tout cas, c'est beaucoup plus facile de closer un client qui, qui est venu vers toi plutôt que l'inverse. ouais, ça c'est clair. Mais pour avoir appris à vendre en allant chercher les clients, parce que mon premier job, hormis l'immobilier, mon premier job de vendeur, c'était de vendre des photocopieurs. Donc t'imagines bien que les clients ils viennent pas te chercher, tu dois aller les violenter un petit peu pour qu'ils t'achètent quelque chose. Ça m'a appris une chose déjà, c'est que je détestais faire ça. Et ça m'a appris aussi justement à vendre beaucoup plus en douceur que ce que je pensais. Mais encore une fois, le commercial, c'est la base de toute entreprise. Mm. Si tu n'as pas de commercial, tu n'as pas d'argent qui rentre. Si tu n'as pas d'argent qui rentre, tu meurs. Il n'y a pas de secret. Et le commercial, ça prend. Et je trouve ça hyper intéressant, alors que justement, on a une discussion sur l'artistique et qu'on est dans un domaine qui est hyper basé sur l'artistique, sur l'image, sur ce que tu vas créer. Que en fait tu aies ce discours-là en disant mais en fait si tu peux faire la plus belle image du monde, si t'es pas foutu de la vendre, tu vas aller nulle part, quoi. Et c'est j'aime bien cet état d'esprit. C'est aussi une des choses qui m'a marqué sur ton site. D'ailleurs c'est probablement une des premières choses que j'ai regardées parce que je crois que j'ai commencé par cette page-là, mais effectivement ça m'a bien sauté aux yeux et c'est important. Et il y a tout l'aspect aussi de choisir son positionnement, Mm. choisir sa niche, qui est pour moi super important. D'accord. Parce que les clients vont te contacter aussi parce que tu es spécialisé et ils vont se reconnaître à travers ton travail Mm. et ça va être beaucoup plus facile pour toi de D'accord. vendre. Donc il faut quand même avoir une image Un domaine. particulière, un domaine dans lequel tu es plus reconnu, où justement les gens vont aller te Mm. chercher spécifiquement pour ça. D'où Mm. l'intérêt, on en revient à la discussion du début sur la façon de présenter son travail entre photographie de produits créative et still life, quoi. Mm. C'est tout bête, mais voilà, la boucle est bouclée.
On clôt toujours la partie interview par une image en particulier. Dans ton cas, en fait, il y a une question. Il y a ces photos qui m'énervent presque parce qu'elles sont trop parfaites. C'est toutes ces photos, tu sais, où il y a des perspectives bien alignées, les produits en ligne avec, tu sais, cette espèce de répétition. Et tout est nickel, parfait. Comment on fait une photo comme ça? Je t'ai donné l'exemple quand on en a parlé en préparant. Moi, des fois, je fais une vue d'en haut de mon sac pour avoir une trace de ce que j'avais à un moment T. J'ai jamais été foutu d'aligner les choses proprement. Comment est-ce que toi, tu fais ce genre de photo-là? Alors, ça dépend si c'est une répétition d'un même objet. Je sais pas exactement de quelle image ça va être tu en général, parles. mais c'est ce que j'ai en tête, moi, c'est ces photos, tu sais, où tu as par exemple en diagonale une répétition d'objets. Par exemple, tu as plein de petits tubes posés en alternance avec d'autres trucs. Enfin, toutes ces photos où tu as un alignement absolument parfait, nickel, incroyable Ah oui, des produits. ça Alors c'est. que moi, je t'ai dit, je fais une photo de mon sac vue d'en haut et c'est horrible, quoi. J'ai honte de montrer un machin comme ça en disant, Jean, je suis photographe, tu vois. Alors, spoiler alerte, ça c'est la magie de Photoshop. Ouais, C'est-à-dire que je vais shooter, donc je dévoile un peu mes secrets. Je vais shooter un objet ou deux objets et ensuite je vais le détourer et je tu vais vas le le coller. dupliquer D'accord. et tout simplement. D'accord. Donc au final, c'est pas de la mise en scène à proprement parler, c'est vraiment du montage derrière pour que C'est tout soit nickel, quoi. Bon, bah écoute, c'est bon à savoir. Ça va m'aider. C'est comme tu sais les photos des mannequins touchés sur ouais. Photoshop où tu complexes à côté Désolé. en disant mince, je serai jamais comme ça. En fait, au final, voilà, c'est ok. Bah écoute, ça fait du bien en même temps de savoir ça. Ouais, ça Euh, rassure. on arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale? Alors, ben, déjà, il y a tout ce qui est shooting photo avec les marques. Ouais. Donc, moi, marque plutôt de cosmétiques. Euh, mais j'ai aussi donc ma formation en Creative Studio Academy. Donc, elle est sortie il y a 3 semaines maintenant. Mm. Donc, ça reste assez nouveau, mais c'est quelque chose que je veux vraiment développer avec un accompagnement aussi sur mesure, 1 heure de coaching. Donc, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas lâcher Dans la nature, ouais. lâcher dans la nature, c'est vraiment important. Donc je cumule les deux et ce qui est intéressant, c'est que les deux se répondent bien. Ouais. C'est-à-dire que pour faire ma communication aussi auprès de, euh, de potentiels élèves pour ma formation, je vais shooter, ou je vais communiquer sur des shootings que j'ai fait avec mes clients. Et parfois, je vais faire même des vidéos en behind the scene Ouais. sur des projets que j'ai avec des clients. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que ça se réponde bien. On sous-estime souvent le fait de faire d'autres choses, pas directement liées à ce que tu fais, et c'est de la légitimité que ça peut t'apporter. Par exemple, quelqu'un qui fait de la photo, mais qui ferait aussi un podcast. Des fois, ça aide aussi commercialement, bizarrement. Oui, c'est ça, ça permet aussi de se faire connaître et je pense que c'est important aussi de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et de diversifier ses sources de Exactement. revenus. Ouais. Non, mais moi, je commence à avoir des clients liés au podcast aussi, où Ah, le c'est génial. podcast m'a légitimé définitivement à leurs yeux, et c'est assez rigolo de voir ça arriver, alors que tout le monde me disait ça sert à rien, tu perds du temps. Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'était pas l'idée, mais en tout cas, ça commence à être le résultat. Donc c'est assez amusant. Mais en plus, c'est génial avec le podcast, ça permet aussi d'ouvrir ton champ d'horizon et Tu de découvres, comprendre, par exemple, là, des domaines tu qui t'avaient découvres un des peu trucs bloqué. que tu Ouais. pensais détester, et en fait, tu te rends compte qu'en fait, non, pourquoi pas, quoi. C'est bon, Mm. moi, je me vois pas me lancer dans ce que tu fais, par exemple. J'ai pas cette patience-là, et je suis plus dans la réaction à ce qui se passe devant moi et à pas trop aimer toucher, mettre en scène. Mais je comprends ce que je peux prendre de ta pratique de la photo, ce qui est toujours l'objectif de ce podcast, hein, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a toujours un petit truc que je vais retenir et qui peut m'aider au quotidien. Si je te demande, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Oui, oui, je gagne bien ma vie. D'accord, ça tourne bien. Quel est le pire moment de ta carrière? Le pire moment de ma carrière, alors, je l'ai vécu comme un échec. En plus, c'était un moment où j'allais pas du tout bien. C'était en décembre l'année dernière. J'avais signé un contrat récurrent avec une marque voilà, dans l'univers de la cosmétique.
Et le contrat s'est arrêté parce que il ne trouvait pas mon travail assez quali. Donc je suis transparente. Et c'est vrai que bon, ça m'avait fait une grosse claque, hein, donc ça m'avait mise super mal. Et après je me suis posée et j'ai réfléchi, ok. Et ça m'a permis aussi de level up d'une force. Ouais. Et donc je me suis posée et je me suis dit, ok, pourquoi mon travail n'est pas assez quali? Et j'en ai conclu 2 points. Le premier, c'était que j'étais pas assez rémunérée par rapport au temps que je passais, donc je passais pas du tout assez de temps sur les retouches, sur les détails. Déjà, je perdais de l'argent au niveau du rendu. Ouais. Et donc voilà, le travail de retouche n'était pas assez conséquent. Deuxième chose, je manquais aussi de matériel. Et donc, c'est aussi sûrement lié au fait que j'étais pas assez rémunérée. Ouais. Parce que du coup, j'ai pas aussi investi dans le matériel. Et à partir de là, c'est-à-dire que mes photos n'étaient pas assez lumineuses. C'était. Oui, avec des petits flashs, t'as pas autant de lumière qu'avec des gros flashs. Et voilà. ça se ressent malgré tout. On a beau dire qu'on peut monter en ISO et tout. L'air de rien, t'as quand même besoin d'un certain type de matériel pour un certain type de travail, quoi. Donc voilà, donc ça a été, je l'ai vraiment vécu comme un échec, mais sur lequel j'ai vraiment persisté et rebondi, et ça m'a permis de m'améliorer. Au final. D'accord, c'est important. Puis c'est marrant, on parlait du commercial tout à l'heure. C'est effectivement ça. Tu peux pas sortir un travail de 1 000 € avec un budget de 100, quoi. Bah c'est ça. C'est toujours la même question. Même si les clients aimeraient ça, il y a toujours je sais pas si tu as vu ce mème qui traîne sur Facebook assez régulièrement, où le client veut un escalier sculpté en forme de cheval, machin, et le budget, c'est t'as collé un cheval de Barbie sur un escalier en métal, et voilà, quoi. Ce mème me fait toujours rire quand je vois ça, parce que c'est tellement ça, les nombres de gens à une époque qui m'appelaient pour me dire voilà, on veut un truc gigantesque, et le budget, c'était le quart de ce que je demandais, et ils comprenaient pas que je leur disais non, quoi. En fait, c'est ça. Parfois, j'ai des clients qui arrivent avec des images. Ok, on a prévu 18 images dans la journée, mais du coup, 18 images. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Et ils veulent des photos qu'on peut faire en un jour avec des moyens de ouf. Donc, faut juste leur dire. Alors, non, ça va pas être possible. Ouais. Le budget n'est pas. Entre ça et le client qui te rajoute des trucs en cours de route aussi, ça, c'est assez magique. Ouais. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps, comme ça, il m'avait engagé pour faire une vidéo. Et quand je vais faire des jobs sur de la vidéo, j'aime pas particulièrement la vidéo, mais bon, c'est quelque chose que je fais parce que voilà, il y a quand même des budgets assez intéressants. Mais par contre, maintenant, quand je vais faire de la vidéo, tu vas en parler de matériel et de choses comme ça. Je me fais payer très cher les vidéos parce que c'est pas forcément le truc que j'aime le plus faire. Mais par contre, j'ai aussi investi dans beaucoup de matériel, dont des cages, des écrans, des trucs. Donc, quand j'arrive avec mon appareil photo en vidéo, j'ai un machin énorme que je mets 10 minutes à monter en arrivant pour filmer. Et j'ai un client systématiquement qui arrive qui me fait: tu peux me faire des photos, des trucs? J'ai pas d'appareil photo dédié à ça. J'ai une caméra vidéo qui est montée, j'ai un appareil photo qui est monté en caméra vidéo. Si tu veux que je fasse des photos, je dois tout démonter, tout remonter, donc c'est pas gérable, quoi. Et en fait, il arrive pas à comprendre ça. C'est un truc, ça veut pas rentrer. Et à chaque fois, il me fait le coup, et à chaque fois, je dois lui réexpliquer que je suis pas engagé pour faire ses photos, que même je suis pas engagé pour faire des photos parce que j'ai pas de budget prévu pour lui pour de la retouche, parce que même un peu de photos, même très peu de photos pour moi, c'est 200-300. Et 200-300, faut en faire 2000. Faut les trier, faut les retoucher, faut tout ça, quoi. Mais c'est vrai que les clients, faut les éduquer, hein, et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. Moi-même, quand j'ai commencé la photo de produit, je pensais pas qu'une image pouvait prendre autant de temps. Je peux mettre 3-4 heures sur une seule image. Ouais. Et ça, on n'a pas forcément conscience. Alors le client, il en est encore moins conscient, quoi. C'est ça qui est. Voilà. C'est ça qui est fou. Puis c'est vrai que le client, des fois, quand tu as affaire à une assistante de direction et que son seul job, c'est de faire baisser les coûts, du coup, elle n'a pas forcément cette
cette vision des choses. Elle voit dans le prix combien ça lui revient à la photo et elle comprend pas toujours ça. J'ai eu ça il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai une assistante de direction. Je n'ai rien contre les assistants de direction, il y en avait très bien, mais j'en ai eu une il y a pas longtemps qui était particulièrement difficile. Si je te demande quel est le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment de ma carrière, il y en a eu plein. Ce que j'aime aussi dans la photo, ça va jamais être la même chose. Ça va être tout le temps différent. Et à chaque fois, le fait de booker un nouveau client qui va me correspondre, ça j'adore. Maintenant, le meilleur moment de ma carrière, ça a été justement quand j'ai débuté et quand on m'a fait directement confiance et que justement j'ai signé ce projet récurrent, donc ce projet mensuel. Donc c'était ce même projet pour lequel que j'ai vécu aussi comme un échec, mais c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de me lancer et de me confirmer du fait que je pouvais vivre de la photo de produit. L'échec est sous-estimé en fait. Je pense c'est important de se planter. C'est hyper important. Moi, je peux te sortir. Bon, j'en ai 3 qui me viennent à l'esprit, mais en même temps, je peux dire que je referai pas ces conneries-là. Je referai jamais la même chose. Et 2, j'en suis sorti grandi. Même si sur le coup, c'est dur et des fois, tu as envie de tout envoyer bouler, quoi. Tu te dis, attends, pourquoi je fais tout ça pour en arriver là et tout? Mais en fait, au final, tu apprends des choses et tu apprends ce que tu sais faire, tu apprends ce que tu sais pas faire, tu apprends ce que tu veux pas faire. Parce que ça a l'air de rien, c'est important de savoir ce qu'on veut pas faire. Peut-être des fois plus que ce qu'on veut faire. Ça permet de savoir. Ce que tu veux pas faire, et que quand tu le fais, je te garantis que ça, t'es malheureuse, quoi. C'est pour se rendre misérable, je pense qu'il n'y a rien de tel que de faire ce qu'on n'a pas envie de faire et ce qu'on n'aime pas faire, alors que dans l'autre sens, c'est quand même un peu plus vivable. Donc c'est assez, j'avais fait une école où la moitié de l'année, on apprenait à faire du développement web. Ouais. Là, j'ai su que c'était pas pour moi. C'était vraiment pas pour moi. Merci. Vive Squarespace. Ça facilite vachement la vie. WordPress. On arrive... après, c'est 2 écoles différentes, mais moi, j'ai mal vécu WordPress, donc du coup, j'ai découvert que c'était quelque chose que j'aimais pas. Et pour ça, je suis allé chez Squarespace. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Alors, il y a une photographe dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Lucille Bezolin. Ouais. Elle habite à Rouen et elle fait un petit peu la même chose que moi. Photographe still life aussi, elle faisait de la photo de mariage. D'accord. Je crois qu'elle a arrêté et j'adore son travail. D'accord. Donc je sais pas si je lui ai parlé quelques fois, mais je lui ai pas dit que je mettrais son nom ici dans cet épisode-là. Donc D'accord. Bah, écoute, ce sera sa bonne surprise. Je vais regarder ça, je mettrai les liens dans les notes d'épisode et puis on planifiera ça hors antenne. Sinon, j'ai une autre idée. Je sais pas si il y a Studio DSTN, c'est un couple de photographes qui font surtout de la photo de mode. Ouais. Julia et Bernardo, ils habitent à Lyon et c'est vrai qu'ils vont à travers le monde faire des photos de mode et j'admire beaucoup leur travail. Ça, c'est sympa aussi. C'est une belle vie. Aussi. C'est une belle vie. Je pense qu'eux, ils savent ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent pas faire. C'est ça. Donc, je serais aussi curieuse d'avoir un podcast sur eux. D'accord. Bah, je note. Moi, je prends toutes les suggestions et après, on fait des bons épisodes. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, je suis à peu près présente partout donc sous le nom de Nouchka Studio, Noushka. De toute façon, il y aura les liens, je crois. Ouais. On peut me retrouver donc sur TikTok, sur YouTube où je mets des behind the scenes, des conseils photos. On peut me retrouver sur Instagram et sur LinkedIn, mais là c'est plutôt sous mon nom Camille Gauther. Donc D'accord. Bah, écoute, c'est bien noté. Je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier d'avoir accepté cet épisode, de m'avoir suggéré cet Toujours épisode. Pas. Non, mais c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est qu'on a toujours, moi qui me vante toujours d'être relativement ouvert et d'esprit et capable de m'adapter. Ben, tu vois, comme quoi, même moi, j'ai des idées préconçues et qui peuvent m'arrêter, qui peuvent me bloquer. En fait, ben, merci d'avoir débloqué ça.
et de m'avoir fait regarder Avec d'un plaisir. œil neuf la photographie still life, puisque je ne dirai plus la photographie produit, parce que je ne ferai plus jamais un truc pareil. Mais still life, c'est sympa et c'est attirant. Et enfin, en gros, je pense que si vous me voyez poster dans les mois qui viennent des images un peu chiadées de déco et de choses comme ça dans les événements que je couvre, ce sera certainement ce sera certainement lié directement à cet épisode-là et à cette discussion-là. Donc merci de m'avoir fait évoluer un petit peu Si je peux dans ma inspirer, perception. avec Exactement. plaisir. Et puis, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.